Ça va être un épisode qui va me plaire parce que je vais enfin pouvoir sortir un son d'un jeu de coopération. Enfin, c'est par équipe, c'est du compétitif. Je sais pas si tu avais joué à For Honor. J'avais joué à For Honor quand il était sorti, histoire de tester le truc, mais j'avoue que j'ai pas trop accroché en fait. Après, faire des petits finishers sur les mobs et tout, il y avait un truc à peu près sympa. Mais j'avoue que j'y jouais tout seul à ce moment-là. D'accord, ok. Parce que effectivement, For Honor, le côté chevalerie, samouraï, viking qui s'affrontent par équipe, où justement, potentiellement, c'est difficile en fait de savoir des fois où en sont tes trois coéquipiers. Et donc, il y avait un son qui te donnait systématiquement l'alerte, comme quoi quelque chose n'allait pas. Et du coup, t'avais ce son de Your team is breaking. Your team is breaking. Et alors là, tu savais qu'il fallait te précipiter parce que ça voulait dire que tu étais la dernière personne potentielle et surtout que si tu n'allais pas conquérir un point supplémentaire, tes coéquipiers et coéquipières ne pouvaient pas en fait revenir en partie. Tu sens qu'il l'a entendu très souvent ce message-là. Ouais. Là, peut-être trop souvent. C'est ça. Là, tu sais que c'est mort. Là, il va falloir tout donner. Là, quand t'entends ce son-là. Et effectivement, Arthur Jacquet. Et bonjour. Bienvenue sur Un Pixel Près, où on allait parler justement de décortiquer ces mécaniques de coopération. Où on a, justement, quand tu joues, on avait parlé ensemble de coopération dans un épisode précédent. Exactement. On avait cité quelques exemples un peu sympas, on va dire. On avait fait les 4 Dead, un peu, qui était notre moteur principal. On avait essayé d'autres jeux derrière. Ouais, oui, parce qu'en plus, en live, on avait fait pas mal de jeux, justement, de coopération. Donc, effectivement, ça s'y prêtait. Et c'est vrai que, une chose qu'on s'était dite à la fin de l'épisode, c'était que ce serait intéressant d'un point de vue justement de game design, de discuter de ce qui permettait en fait aux personnes de coopérer dans un jeu. C'est-à-dire que la coopération, elle n'est pas juste comme ça en mode tiens, on va jouer ensemble. Il y a des choses qui vous mènent à coopérer et qui vous permettent de coopérer plus facilement. Je dirais même plus, pour faire du pont, plus que coopérer, c'est surtout comment montrer la coopération à l'intérieur même du jeu, à travers les équipes, que ce soit du coup avec l'UI ou au niveau des mécaniques même pour certains jeux. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement le concept de se dire on va avoir un objectif commun, on va nous donner des informations soit à l'écran, soit en termes de ressources, pour pouvoir justement créer justement des opportunités de coopérer. En restant justement sur l'idée du compétitif, on a un jeu qui avait marqué justement son temps. Alors pour une fois, il marche encore à peu près c'est aujourd'hui. Et pour une fois, je suis content, je sors pas un jeu qui sort de 1980. De Mathusalem, je suis vieux. Non, là pour le coup, on parle de Apex Legends. Où en fait, dans Apex Legends, on avait un truc qui avait marqué justement en termes de design la sphère compétitive et qui encore aujourd'hui... Même aujourd'hui, l'industrie de manière générale de jeux vidéo... tout le monde l'utilise maintenant, c'est ce qu'on va appeler le ping contextuel. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est très simple. Quand vous allez jouer, vous êtes sur un Battle Royale par équipe. Donc, on est sur une zone qui va se réduire de plus en plus, où on va devoir être la dernière équipe survivante. Il y a pas mal d'autres équipes, les gens vont s'affronter. En plus de ça, chaque personnage que vous pouvez choisir quand vous composez votre équipe de 3 va avoir ses propres capacités. Donc il y en a qui ont des grappins, il y en a qui ont des gaz toxiques. Bref, chacun va avoir ses petites compétences histoire de pouvoir aider le joueur dans l'équipe. Sauf vous êtes une équipe de 3. Donc ça tourne très facilement autour un peu des mêmes points d'ailleurs, c'est-à-dire le mouvement, l'attaque, la défense. C'est ça. C'est vraiment simple en termes d'analyse, mais c'est vrai qu'en jeu, en plus, il faut récupérer sur place de l'équipement. Et c'est vrai que cet équipement-là, il y a un facteur chance, il y a certaines places qui sont plus intéressantes que d'autres, mais vous savez que là, il va y avoir de plus en plus d'équipes qui vont y aller. Et c'est surtout qu'il y a un facteur qui va être extrêmement important, c'est je vais me lancer dans une partie et tomber face à 2 personnes
qui vont composer mon équipe, que je ne connais pas. Pas du tout. Avec lesquels potentiellement je ne partage pas la même langue. Et surtout, vu que c'est du compétitif et que ça va vite, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et surtout, comment est-ce que je te dis qu'il y a de l'équipement par terre qui potentiellement peut t'intéresser? Comment est-ce que je te dis que potentiellement il faudrait qu'on aille là-bas? Et comment est-ce que je te dis que potentiellement il y a un ennemi que j'ai vu? Et ben ça, c'est le ping contextuel, c'est-à-dire le clic gauche qui va nous permettre de cibler quelque chose avec votre curseur, et quand vous allez cliquer, en fait, ça va montrer quelque chose en fonction de ce sur quoi vous allez cliquer. Donc, si vous cliquez sur du matériel, ou sur une arme, ou sur un endroit, ou sur un ennemi, le message que votre personnage va dire à voix haute ne va pas être le même, et l'icône non plus. Et ça, c'est quand même pratique. Ah, c'est très pratique, surtout que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans n'importe quel jeu par équipe, que ce soit du Overwatch, du coup, ou encore Apex, ou d'autres jeux de Battle Royale derrière. Je sais pas si Fortnite utilise ce système, j'avoue que j'y ai pas trop joué, mais ouais, il doit sûrement utiliser. Ça a été récupéré dans tellement d'endroits. Ça a été récupéré énormément, et clairement, ça a été fait. Mais ouais, Apex, ça a quand même pas mal d'années derrière lui. Je sais plus en quelle année c'est sorti. 2019. 2019. Ah, ouais. Je pense que c'était encore plus vieux. Ouais, comme quoi. Alors, non, mais c'est parce que tu dois, je pense, faire la liaison avec l'univers Titanfall, puisque Apex est une suite de Titanfall 2. Alors, pas du tout. Je n'ai jamais joué au Titanfall. Okay. Le premier vraiment jeu auquel j'avais joué la série, c'était les Apex. J'avais joué à la bêta quand il avait sorti, histoire de voir. Et ce qui était en plus intéressant quand ils ont sorti le truc, c'est que, en effet, le système de ping était très sympa. En plus, le système de personnages qui, en vrai, était assez cool, avec un panel de personnages qui n'était pas non plus énorme, mais en tout cas assez pour donner une idée de ce qui allait pouvoir arriver plus tard sur le jeu. Parce que c'était clairement un jeu à mise à jour, qui avec un contenu continu qui va se faire, mais en effet le système de ping était très sympathique pour le contextuel, et surtout quand vous allez voir du coup les interviews des développeurs sur ce fameux système, ils vous disent qu'en fait il faut imaginer des gens qui sont enfermés dans une pièce, qui n'ont pas le droit de parler, et pendant 6 mois ils doivent jouer à un jeu, ils doivent montrer, justement communiquer non verbalement sur les positions des ennemis, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à développer ce système, justement avec cette fameuse barrière de la langue qu'ils voulaient éviter. C'est incroyable. Ah oui, disons qu'il n'y a pas, on va dire, on prend un peu Overwatch aujourd'hui, il faut que vous avez une roue d'interaction qui va se dérouler, avec différents boutons, vous allez changer cette roue, et à ce moment-là, vous allez avoir du coup l'interaction qui vous intéresse. Mais dans un jeu qui va très vite, donc Apex, Fortnite, n'importe quoi, ça arrive très souvent que vous n'avez pas le temps, et ça arrive une fois sur deux que vous grouillez de boutons. Donc ça va qu'ils étaient assez simples, souvent il y en avait 4, donc il suffisait de bouger la souris un peu derrière, mais vous avez, alors je n'ai pas d'autres exemples en tête, mais je sais qu'il y a d'autres jeux où vous avez des roues qui sont un peu plus fournies, et dans ce cas-là, l'erreur est rapide, et surtout elle peut facilement être fatale, parce que si vous dites à quelqu'un qu'il y a un ennemi derrière, que vous voulez cibler un équipement, le gars il va se retourner, et en fait l'ennemi il était pas derrière, il était devant toi. Et en plus c'est quelque chose qui tombe sous la main, et c'est vraiment premier degré, c'est-à-dire que en fait vous avez le clic gauche qui va vous permettre de tirer, vous avez le clic droit qui la plupart du temps vous permet de zoomer avec d'épauler en fait l'arme par exemple, puisque là on est dans l'exemple du compétitif. Voilà, c'est ça. Vous soit clic droit, vous avez vraiment un effet secondaire ou une lunette de visée. Le clic gauche, vous tirez. Le clic du milieu, ça va vous permettre de cibler l'ennemi. Donc en fait, pendant que vous essayez de tirer sur celui que vous avez aperçu, en fait, vous indiquez aux autres potentiellement quelque chose, une menace. Et donc ça, c'est très pratique, surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui va rester. Alors évidemment, c'est pas l'invention du ping. Le ping, en fait, va avoir cette idée de point d'intérêt. Mais par contre, l'idée que ce soit contextuel et que, comme tu disais, il n'y ait pas besoin d'une roue de quelque chose, effectivement, ça, c'est super intéressant. Et justement, oui, je pense que t'allais enchaîner. Pour les joueurs console, en fait, moi, c'est quelque chose à laquelle je pensais, c'est que l'interaction, parce que là, on parle beaucoup de clics, etc., ce qui implique, du coup, souris-clavier, mais il faut aussi penser, du coup, que ce soit Apex, Fortnite ou n'importe quel autre jeu sortir sur console, donc, et ça implique que vous ayez une manette qui soit là, et niveau manette, pour les interactions, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous avez un clavier où vous pouvez justement soit taper votre message, soit utiliser ta pouce derrière. La manette, vous avez des boutons qui sont très spécifiques et sur lesquels vous devez appuyer dans un certain ordre pour pouvoir envoyer le message. Avec l'interaction contextuelle qu'on avait eue avec Apex, là par contre, ça s'est vachement simplifié. Et tout de suite, en fait, on a gagné une fluidité énorme sur les jeux FPS console. Ouais.
Complètement. Et il me semble en plus c'était vraiment le clic. Ah oui, c'était vraiment, je crois même le joystick. C'était le clic du joystick. Donc en fait c'était ce qui vous permettait de regarder votre caméra, de changer votre. En fait, vous déplacez la caméra et en fait si vous appuyez, vous faisiez du coup la détection contextuelle. Ce qui est très très pratique. Et effectivement en contextualisant, on avait Rocket League qui avant vraiment de passer avec le message textuel où on écrivait au clavier, etc. Sur console notamment, c'est très très utile. Ils ont la possibilité d'avoir, donc quand vous jouez avec Rocket League, on est sur du foot avec des voitures, d'accord ? Sachant que les voitures peuvent décoller. J'espère que vous suivez, vous êtes dans une espèce d'arène. Il n'y a pas d'histoire d'alcool quelque part, c'est ça. Pourtant ça a l'air, mais le jeu est très sympa. Donc potentiellement, donc vous récupérez des boosts qui vous permettent d'aller plus vite, voire même de décoller, ce qui vous permet de faire des reprises de volée, vraiment. Et avec des voitures. De voitures. Et pour pouvoir dire aux autres j'ai la balle, ou du moins je compte l'avoir, ou alors vite il faut aller en défense ou en attaque, etc. Et bien potentiellement il y a les touches de la croix directionnelle qui vont permettre justement de dire je l'ai, etc. Ce sont des messages qu'on va définir nous quand on va s'approprier en fait cet ensemble de touches. Mais par contre ça va permettre pareil d'aller extrêmement vite finalement dans les messages qu'on va envoyer aux autres, et c'est plutôt pas mal en vrai. C'est quand ça arrive, c'est vrai que à l'époque de Counter-Strike et compagnie, sur les premiers jeux multijoueurs, on n'a pas ça. L'avantage, c'est que déjà dans les jeux du coup FPS, Counter-Strike, etc., on n'a pas ça, mais aussi il y a au niveau des interactions et des mécaniques entre guillemets, c'est un peu plus complexe. Rocket League a cet avantage que, comme l'a dit Thomas, c'est des voitures qui jouent au foot. Donc, à part, vous avez un peu des boosters et des sauts, mais vous n'avez pas non plus énormément de mécaniques. Ce qui fait que du coup, les messages pour ces dites mécaniques sont obligatoirement aussi simples. Parce que vous avez peu de choses à faire communiquer. Par contre, les choses que vous communiquez vont avoir leur importance. Donc, ça soit du coup but avant, arrière, je saute, je l'ai, attaque et défense. Enfin, on peut vraiment réduire ça à des termes très simples, genre vraiment 6. Et vous avez en fait tout ce qu'il vous faut pour pouvoir communiquer avec des gens dont vous ignorez la langue natale, l'existence, tout ce que vous voulez, et pouvoir en fait communiquer comme si c'était quelqu'un à qui vous parliez d'un coup. Là où c'est du génie, c'est qu'on a notamment le fait que pour vous, vous allez dire aux autres « je l'ai », mais en réalité, vu que c'est un bouton et vu que c'est le jeu qui gère ce message-là, en fait, il va pouvoir être traduit d'office vers les autres. C'est-à-dire que les Anglais, quand vous allez appuyer sur le bouton « je l'ai », eux, ils vont avoir « I got it ». Oui. Ce qui paraît logique, mais pareil, ça vous permet à la fois en termes de modération, de simplifier énormément les messages, mais en plus ça vous permet de fluidifier énormément les échanges avec, encore une fois, la barrière de la langue qui, pour du multijoueur sur internet, ça paraît idiot, mais mine de rien, c'est des questions qu'on se pose depuis plusieurs dizaines d'années avec comment on fait surtout pour la coop. Dans les jeux multijoueurs, vous avez souvent différents serveurs, Europe, Asie, etc. Et même si vous avez, on va dire Amérique, ça va, ils parlent à peu près la même langue pour la plupart. C'est vrai que vous partez sur des serveurs Europe, rien qu'ici, vous avez France, espagnol, italien, allemand, anglais. Enfin, rien que sur les 5 pays autour de nous, vous avez déjà 5 langues différentes. Essayez de vous faire comprendre sur celle-ci. Oui. C'est très complexe. C'est très compliqué, et puis c'est surtout que la technologie ne permet que, depuis très récemment, de pouvoir justement pallier au problème de la langue. On a notamment Sea of Thieves, où maintenant c'est la traduction en chat textuel de ce que la personne va dire. C'est ça. C'est d'ailleurs des choses qui ont été reprises dans différents jeux. Je sais que Path of Exile 2, du coup, a repris cette mécanique. Vous avez l'option de pouvoir traduire ou non les messages qui sont dans le chat. Mais en effet, Sea of Thieves a été, du coup, un des premiers à vraiment mettre ça en place. Et pareil, Sea of Thieves, ça n'a pas 1 ou 2 ans. Bah ouais, parce que quand on y pense, ça veut dire que je vais parler à voix haute, le jeu va entendre ce que je dis, va traduire et va afficher le message traduit pour la personne en face de moi. Je trouve ça incroyable parce que ça permet, là il y avait quelqu'un que j'ai cité il y a pas si longtemps dans cette émission, c'est The Great Review, donc qui était un Français, et en fait il racontait son histoire sur Sea of Thieves.
Et il dit, à un moment donné, je suis tombé sur un japonais. Enfin, il raconte l'histoire je crois que c'est un américain qui tombe sur un japonais. Voilà, c'est ça. Parce que lui, il est tombé sur d'autres gens. Oui, c'est ça. C'est absolument incroyable. Et en fait, finalement, le japonais, en fait, traduisait. Et donc, du coup, les deux ont réussi à coopérer ensemble vis-à-vis de ce coffre qu'il fallait absolument protéger. Par rapport à cette façon-là. Sinon, en fait, t'as la barrière de la langue où potentiellement, il faut que l'un des deux fasse l'effort de comprendre l'autre. Et voilà, là, le jeu joue ce rôle-là social de cohésion, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas l'impression de parler à un Américain, un Japonais, un Français et autres, vous avez juste l'impression de parler à un autre joueur. Et rien que ces distinctions-là, quand vous êtes vraiment pris dans un jeu, c'est très agréable. C'est juste de se dire, en fait, je n'ai pas à réfléchir sur ce que je dois dire ou comment le dire, etc., avec un peu le côté technique, mais j'ai juste à le prononcer. Le jeu fluidifie et simplifie, entre guillemets, et traduit donc mes messages, et ensuite, on va avoir vraiment un échange derrière. Le simple fait notamment de pouvoir traduire automatiquement une langue étrangère en écrit, ce qui fait que vous pouvez coopérer avec n'importe qui quand vous rejoignez en fait un bateau, un équipage de pirates. Ça, on utilise les bons termes, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que quand on y pense, il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable. C'est que, effectivement, oui, on va avoir aussi le fait d'avoir une carte partagée sur laquelle on peut avoir des annotations en forme de cercle. Et là, pareil, on est sur un truc où ça permet de montrer quelque chose d'intéressant de façon très rapide. Mais on a aussi quelque chose, et je me rappelle pas l'avoir vu dans beaucoup d'autres jeux, c'était le fait d'avoir une emote utilitaire. Alors dans les jeux, en fait, votre personnage, et ça c'est de l'interaction sociale. Hein, oui, c'est vraiment des petits, voilà, c'est des petits trucs souvent pour communiquer, mais pour un peu laisser sa trace presque. C'est plutôt pour marquer une victoire, c'est-à-dire qu'en fait, votre personnage va avoir une animation, et l'idée, c'est que les animations, elles sont mignonnes, elles sont rigolotes, elles permettent de montrer la satisfaction après une victoire. Vous allez dire bonjour, vous allez danser, vous allez vomir sur les gens. Oups. Ah oui, c'est ça. C'est voilà, il y a des trucs comme ça. Dans Sea of Thieves, j'ai une animation donc qu'on appelle des emotes que j'aime beaucoup. Moi, c'est celle de la crêpe, où en fait le personnage il sort une poêle, il y a une crêpe, il remue un peu, il jette la crêpe, et puis en fait la crêpe ne retombe jamais dans la poêle, elle disparaît au moment où il la jette, et du coup vous voyez le perso qui regarde au-dessus de lui en attendant, et ça dure quelques secondes et ça marche très bien. Sauf qu'en fait il y a aussi des émotes utilitaires, notamment une pour rejoindre une guilde. En fait, le personnage, alors c'est une emote qu'il faut aller chercher un peu plus profondément que les autres, mais par contre, c'est quelque chose qui va vous permettre de dérouler un contrat. Donc, vous avez le personnage en jeu qui montre un contrat, vous vous approchez, et en fait, ça va vous proposer, en appuyant sur une touche, de rejoindre la guilde du joueur. Et je trouve ça incroyable. En fait, ça donne une nouvelle dimension aux emotes qu'on utilise. Justement, normalement, c'est juste pour des petites interactions, mais on va dire, comme tu l'as dit, un peu mignonnes, un peu sympathiques. Mais le fait justement d'utiliser une interaction non verbale pour autre chose que juste communiquer, mais vraiment faire sentir le joueur appartenir à un monde et avoir justement cette interaction derrière, c'est une très bonne idée, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que cette partie-là, je crois que je ne l'ai vu que dans Helldivers. Cette emote justement utilitaire, cette action, et encore que Helldivers, c'est un truc à part entière. C'est quand donc on est sur du Starship Troopers quasiment. Hein, oui, non, mais c'est totalement Starship Troopers. Hein. C'est de la coopération à 4. Sauf que si vous n'êtes pas 4, vous avez une option qui consiste en fait à jeter une balise de détresse. Je sais pas si tu l'as déjà utilisé, toi. Ou est-ce que je l'ai déjà utilisé ? Je l'ai déjà utilisé, mais du coup, ça m'a fait ramener quelqu'un de complètement random, enfin, de quelqu'un qui n'était pas dans ma liste d'amis, parce que du coup, personne n'était connecté. Ce qui fait qu'on les a retrouvés juste à 2, mais toujours en train de galérer, d'ailleurs. Donc, j'étais tout seul à galérer, maintenant on est 2. Ouais. Je crois que j'ai perdu, on va pas se mentir. Ah, d'accord. Ça arrive comme ça. Mais, ça arrive. Et toi, je sais que tu as eu de bonnes expériences avec cette balise de détresse. Écoute, j'en ai eu une vraiment où en fait c'était l'époque où donc tu pouvais choisir entre les insectes d'un côté et les espèces de robots en mode Terminator de l'autre. Et étant tout seul, je me dis je vais choisir une mission de niveau facile. D'accord ? Classique. Niveau facile, sauf qu'à l'époque, ces robots ils sont buggés. Sous-entendu qu'il n'y a pas de mission facile.
toutes les missions sont difficiles. Et là, c'est une mission, donc en fait, vous voyez votre personnage, vous êtes j'allais dire aéroporté. Vous êtes carrément largué depuis un vaisseau dans l'espace. Ah oui, c'est un largage. C'est un largage orbital complet. Et en fait, vous arrivez là-dedans. Là, la mission, c'est d'escorter des civils. Sauf que les robots, ils sont beaucoup trop forts. Ils sont beaucoup trop nombreux. J'y arrive pas. C'est galère. Et donc, ils tirent de partout. C'est terrible. Voilà. Et du coup, là, je vois vraiment balise de détresse. Et je me dis, en vrai, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que d'autres personnes viennent à ma rescousse, parce que là c'est pas possible. Donc je lâche la balise de détresse un peu en plein milieu comme je peux. Je continue de tirer. Mon personnage, il y a une fonction qui marche absolument dans le jeu, c'est de plonger au sol. Oui. Pour esquiver un tir, pour esquiver quelque chose. Tenter d'esquiver. C'est très important le tenter d'esquiver, parce que souvent le temps d'animation de se relever, des fois vous fait plus de mal qu'autre chose derrière. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et en fait, justement, c'est le moment où moi j'avais reçu un message à côté, mais vraiment de l'application elle-même, qui me disait t'en fais pas, cousin, la famille est là. Je me suis dit t'en fais pas, cousin. Et puis je vois le pseudo, et puis c'est le pseudo de mon cousin à qui j'avais pas joué avec lui pendant, je crois, 2 ans, un truc comme ça. Depuis 2 ans, on jouait à Arma 3, on jouait à des trucs comme ça, on jouait à Rocket League, mais là, je savais même pas qu'il avait le jeu, quoi. Et en fait, à un moment donné, je vois des modules qui arrivent depuis l'espace, j'en vois 3, et en fait, c'était mon cousin et ses potes qui avaient vu la balise de détresse, qui du coup, en fait, quand vous sélectionnez votre mission, vous pouvez voir justement les joueurs qui ont besoin d'aide, et là, justement, lui, il est arrivé, alors moi, j'étais niveau 12, lui il était niveau 28, donc cette différence de niveau là, il avait déjà plus d'expérience de son côté, plus d'expérience, et puis ça se traduit aussi au niveau de l'équipement. C'est-à-dire qu'il a tiré une fois, j'ai vu 14 robots mourir. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est plus facile pour lui que pour moi, bizarrement. Ça alors. Mais c'est vrai que ce signal-là, en fait, le jeu, le fait de pouvoir le permettre, ça renforce aussi l'aspect communautaire. C'est quand même quelque chose de très fort de pouvoir dire j'ai besoin d'un coup de main. T'as besoin d'un coup de main, et surtout que ça s'intègre très bien dans la mécanique, parce que normalement en fait vous devez utiliser une série de touches directionnelles pour pouvoir lancer ces balises de détresse, mais vous avez cette option qui se fait en plus d'autres du coup armements qui peuvent se faire venir. Et par exemple pour faire revenir quelqu'un dans la partie quand celui-ci est mort, vous devez utiliser le même système. Donc du coup, faire revenir quelqu'un à la vie et appeler quelqu'un à l'aide revient en fait un peu au même. C'est ça. C'est exactement ça, et je trouve ça assez fort, là où justement on a d'autres jeux qui eux vont envoyer des messages différents en termes de coopération. C'est-à-dire que là, j'avais pris une mission facile, mais à l'époque c'était un bug connu que les missions étaient beaucoup plus dures, et donc effectivement je m'attendais pas à ça. Normalement le mode facile de Helldivers 2 vous propose, alors j'irai pas jusqu'à dire une balade, mais c'est une petite balade, vous tirez sur d'autres trucs par-ci par-là. En tout cas, avec les insectes, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ça. De temps en temps, vous avez un truc un peu gros qui sort, mais une balle bien placée, et vous vous en sortez sans trop de problèmes. C'est ça, c'est jouable. Tout seul, c'est jouable. Là où il y a certains jeux qui sont prévus pour de la coopération, où très clairement, le jeu, il va vous dire non. Alors, vous pouvez vous éloigner, mais le jeu va vous dire non. Il va vous le faire comprendre d'une autre façon. Certains jeux vont être assez explicites très vite. Karmazu notamment. Karmazu est un jeu de coopération basé sur l'entraide et sur les messages positifs. Vous pouvez envoyer des cœurs aux gens. Et en fait, si vous envoyez des cœurs, ça vous coûte rien, mais ça rapporte des points aux gens. Non. Du coup, quand vous êtes 8 sur ce jeu de plateforme en 2D, pour aller récupérer en plus du karma, donc là pour le coup Karmazu, ça porte assez bien son nom, ça passe. C'est ça, déjà de base, vous avez des capacités où en fait quand vous prenez le personnage, vous êtes la seule personne à pouvoir faire ce que vous faites. Mais en plus de ça, vous avez cette idée vous avez une bulle. La bulle, si vous êtes 2 ou plus, elle ne perd jamais d'énergie. Par contre, si jamais vous êtes tout seul, en fait, vous avez votre bulle qui va rétrécir jusqu'à ce que votre personnage réapparaisse. D'accord, donc c'est pas une mort en tant que telle, parce que le jeu est pas dans cette optique. Il y a personne à attaquer, il y a personne à détruire, parce que depuis le début de l'épisode, on parle que de ça. Quoique Rocket League, on peut aussi faire exploser des voitures. Ouais, voilà. Bon, admettons. Mais là, il y a rien à détruire, d'accord ? C'est que du positif. C'est le jeu pipou. Et justement, les gens, ils savent que vous démarrez. Donc en fait, pourquoi ils savent que vous démarrez ? Les personnages que vous allez prendre, vous pouvez, dès qu'ils vous voient prendre un personnage de base, ils savent que vous démarrez le jeu. Et donc en fait, quand ils vous voient vous éloigner un tout petit peu avec la bulle qui descend, en fait, ils vont vous rejoindre avec leur bulle. Et du coup,
vous allez survivre. Non, des petits cœurs de partout. Et là aussi, vous allez avoir les petites émoticônes avec la flèche, où le personnage, en fait, il vous montre, en fait, c'est pas à droite, c'est à gauche qu'il faut aller. Donc c'est tout mignon, parce que justement, il y a ce truc-là. Là où, un jeu dont on avait parlé et que tu as connu toi aussi, Left 4 Dead 2, mais oui. C'est pas trop l'ambiance. C'est moins pipou, on va pas se mentir, c'est un peu plus complexe, mais par contre, vu qu'on parlait justement des jeux qui peuvent pas se faire seuls, Left 4 Dead étant le meilleur exemple, parce que, techniquement, même si vous lancez seul, vous allez toujours avoir des bots, donc une IA qui va en fait vous accompagner, qui va prendre le contrôle des autres choix. Donc techniquement, même seul, vous n'êtes jamais vraiment seul. Mais surtout, là, on parlait beaucoup de mécanique en fait sur surtout la communication qui vous faisait sentir un peu dans l'équipe. Mais Left 4 Dead a toujours un niveau un peu plus haut, puisque lorsque vous êtes du coup dans une équipe, donc que vous faites de la coopération réelle, vous aidez vos amis, etc. de votre équipe, ça va vous récompenser. Par contre, au contraire, si vous la jouez un peu plus solo, ou si vous commencez un peu à faire n'importe quoi sans prendre en compte votre équipe, là, le jeu va aussi vous le faire comprendre. Il va pas vous envoyer un message, il va vous envoyer un leaker. Un leaker, c'est un gros zombie avec une langue immonde qui va juste vous paralyser, et vous êtes obligé d'avoir un autre personnage qui vient vous libérer. Oui. C'est le smoker, parce que le liqueur c'est dans Resident Evil. Oui, mais ils ont la même tête. Ils ont la même tête, ils ont la même langue. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le hunter qui va vous sauter dessus et qui va vous immobiliser totalement au sol. Si jamais il n'y a pas quelqu'un pour attaquer le hunter, il va vous immobiliser jusqu'à vous mettre à terre. Et quoi qu'il arrive, il faut quelqu'un pour vous relever. C'est ça. Vous en avez pas mal en fait. En fait, la plupart des zombies spéciaux que vous trouvez dans Left 4 Dead vont avoir un impact en fait sur le côté équipe. Soit ça va être quelque chose qui va plus vous séparer, dans le sens où ça va vraiment vous charger dessus, et dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous séparer pour pouvoir esquiver. Mais là, pareil, vous avez d'autres zombies qui vont être derrière, et il y en a d'autres, au contraire, vous êtes obligé d'être stocké, enfin, d'être vraiment au corps à corps pour pouvoir, en fait, vous défendre derrière et avancer. Donc, c'est vraiment un jeu qui va vous pousser à la coopération, mais par la punition de gameplay. Et ça, je trouve que c'est pour moi un bon jeu coop. Oui. Parce que du coup, ça va vous faire sentir que vous appartenez non pas à une équipe, mais vraiment à une équipe de survivants qui doit s'entraider pour pouvoir avancer, ce qui est du coup le cas dans Left 4 Dead. Ouais, et c'est là où on a un truc qui a de grandes valeurs, c'est cette idée que le jeu va vous amener à coopérer et pas vous obliger à. C'est-à-dire que le jeu devient stupidement difficile si jamais vous voulez la jouer de votre côté, alors que justement, par exemple, tu as qu'un objet, t'as droit à 2 objets et de quoi te soigner. Et c'est tout, quoi. T'as 2 objets, une grenade, un truc comme ça. Bon, je sais plus, parce que c'est pour combattre des zombies. Et effectivement, effectivement, quoi qu'il arrive, la coopération rend la chose tellement, entre guillemets, agréable, que effectivement, on n'a pas trop idée non plus de s'enfuir tout seul. Sauf à faire une mauvaise blague. Voilà, mais arrête-moi si je me trompe, mais normalement, les ressources que tu récoltes dans le jeu ne sont pas divisées avec ton équipe. Celui qui prend la ressource est le seul à prendre la ressource. C'est ça. Voilà. Et en plus, il y a ce côté coopération de faire la concession de vas-y, prends-le. C'est ça, la gestion de ressources qui, justement, vous dit moi, j'ai assez de munitions, vas-y, prends. Ou alors, tu peux faire ton sac et juste tout prendre en disant aux autres, il n'y avait rien du tout dans ce sac. C'est dommage, hein. Oui. Sauf que si c'est vous qui êtes à terre et que les autres n'ont pas les moyens de vous sauver, c'est dommage. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Arthur d'avoir été présent. Et puis à très bientôt sur Radio Clapas. Et oui, on me retrouve.